L'enregistrement. Normalement, c'est parti. Et donc, je vais laisser la parole à Dominique pour son séminaire, et puis après, on pourra lui poser des questions. Voilà, à toi, Oui, Dominique. merci. Je voudrais remercier l'association de m'avoir permis de faire le webinaire. Et c'est vrai que c'est à la suite notamment du webinaire d'Olivier que on avait un peu discuté de quelles étaient les différences entre les coupes de diffusion et les réactions au film mince. Donc voilà, merci, et à Pierre aussi et à Sophie. Voilà, donc vous avez une vidéo ici, c'est de la sonde atomique qui représente un film mince de Ni2SI, pardon, obtenu par réaction entre un film de nickel, platine et le silicium. Et vous voyez qu'on a formé une phase, au moins un, on verra qu'il y en a plus, et que le platine ici en bleu se redistribue au joint de grain de la phase. Donc la diffusion au joint de grain dans les films minces, c'est quelque chose d'important. Je vais un peu en parler plus tard. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais remercier plein de personnes, et notamment tous les thésards qui sont en rouge là. Et j'ai pris des résultats de plusieurs de ces thésards, donc je les ai tous listés, j'espère ne pas en avoir oublié. Voilà, donc en microélectronique, les circuits sont faits de transistors. Vous avez ici un transistor. Je vais peut-être mettre... hop, tard. Donc vous avez ici le transistor et ici aussi, et ces transistors, il faut les connecter entre eux et avec l'extérieur. Et le premier contact qui est fait, il est fait en général avec un silicure, donc un composé métal-silicium obtenu par réaction entre le métal et le silicium qui compose, en majorité des cas, le substrat pour composant. Voilà, donc ici vous avez une vue thème où on voit les contacts sur la grille et la source et le drain du transistor. Alors, ces contacts ils sont obtenus par une réaction à l'état solide, donc entre un film de métal qu'on va déposer sur le substrat qu'on a nettoyé au préalable, et on fait donc un premier recuit qui permet de former le silicure à l'endroit où il y a le silicium qui est découvert et pas là où il y a les oxydes ou d'autres phases. Donc c'est un procédé sélectif qui permet de former à l'endroit où on veut les contacts. En général, on forme une première phase, mais ce n'est pas la bonne phase parce que ce qu'on veut, c'est une phase qui a une basse résistivité. Et donc, on est obligé souvent de faire un deuxième recuit. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut bien contrôler. Il faut arriver à faire la première phase et la deuxième phase. Alors pour ça, il faut donc bien connaître la diffusion et la diffusion réactive, notamment parce que en fait, on a une évolution de la taille des transistors en fonction des années. Et c'est associé à cette évolution que l'on peut voir ici sur différents transistors, on a aussi associé une évolution des matériaux utilisés pour les contacts. Donc ça avait commencé par TiSi2 dans les années 80-90, ensuite COSi2, ensuite NiSi, et après on met des éléments d'addition dans le silicium. Voilà. Et en fait, ce qui caractérise ça, c'est que en fait, on a de plus en plus de difficultés à former la phase que l'on désire, et en plus, on va avoir une stabilité, une diminution de la stabilité des films. Donc pour tout ça, on a besoin de comprendre les réactions en film mince et la diffusion réactive. Alors je commence par vous faire une petite introduction et définition sur la diffusion réactive. Qu'est-ce qu'on entend par diffusion réactive? C'est assez simple, c'est quand on a un transport dans la diffusion à travers une phase et qu'on a une réaction à des interfaces. Donc c'est le cas par exemple pour l'oxydation ou la corrosion, pour différentes choses et notamment pour les contacts et les coupes de diffusion qui peuvent servir pour notamment déterminer les diagrammes de phase. Donc, dans les coupes de diffusion massifs, on met deux matériaux, donc en général
le métal et le silicium qui peuvent être assez épais, et on va faire un recuit à relativement haute température pendant assez longtemps, et on obtient en général l'intégralité des phases qui existent dans le diagramme de phase sous forme de strates comme ça. Donc voilà, ici vous avez donc ce qui se passe pour le titane et le silicium, et ça correspond bien au diagramme de phase. Donc c'est un moyen de déterminer le diagramme de phase. En plus, si on regarde la variation de l'épaisseur de ces phases en fonction du temps pour une température donnée, on voit que le carré de l'épaisseur est proportionnel au temps. Donc on a une épaisseur qui est proportionnelle à la racine du temps, et ça c'est caractéristique d'un phénomène contrôlé par la diffusion. Donc les coupes de diffusion, en fait, on peut dire que c'est contrôlé par la diffusion et qu'on a équilibre local à l'interface, ce qui permet voilà, de déterminer les diagrammes de phase. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe dans les films minces, ben, on a quelque chose d'assez différent. Parce que là, ce qu'on va avoir, donc ici pour un film mince de nickel sur un substrat de silicium, on va avoir, au lieu d'avoir une formation simultanée de toutes les phases, on va avoir une formation séquentielle avec la première phase Ni2Si qui va se former, consommer tout le métal, et quand elle est totalement formée, on va former la deuxième phase NiSi. Et cette deuxième phase, elle va consommer la première phase. Et dans le cas de ce système-là, tout ça se fait à basse température, mais à partir de 350 degrés, il faut attendre 750 degrés pour avoir un changement et avoir la formation de NiSi. Donc on a une formation séquentielle des phases. Voilà. Et ce qui... Je vais enlever le pointeur, excusez-moi, parce que ça m'embête. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a une formation séquentielle des phases et qu'on a en fait pas mal de phases qui ne sont pas présentes du diagramme de phase. Alors, si on avait un couple de diffusion, eh bien, on devrait avoir toutes ces phases-là. Par exemple, à 800 degrés, ici, on va avoir toutes les phases ici. Et vous voyez que sur toutes ces phases, on n'en a que 3 qui apparaissent en film mince. Donc, avec Pierre, on a discuté un peu et je me suis dit, je vais essayer d'expliquer ces différences entre les films minces et les coupes de diffusion. Notamment, et donc, il y a cette différence aussi, mais il y a plein d'autres différences que je ne vais pas trop détailler, mais qui sont présentes aussi. Donc voilà, donc le sujet de mon webinaire, c'est d'essayer d'expliquer la différence entre les réactions en film mince et les coupes de diffusion. Alors pour ça, on va d'abord regarder ce qui se passe quand on a une seule phase qui se forme, et notamment ce qui se passe quand on fait donc, la réaction d'un film de 50 nanomètres de nickel sur un substrat de silicium. Là, ce que l'on voit ici, c'est de la diffraction de rayons X in situ, donc à 260 degrés. On mesure l'intensité et on voit la formation séquentielle des phases. On voit la phase Ni2Si qui se forme en consommant le nickel, et quand on n'a plus de nickel, on voit la formation de la phase NiSi. Si je reporte maintenant le carré de l'intensité, qui est proportionnel à l'épaisseur, au carré de l'épaisseur de la phase, là on voit qu'on a des lignes droites donc qui attestent qu'on a bien une dépendance de l'épaisseur au carré en fonction du temps, et donc on a un phénomène contrôlé par la diffusion. Alors pour expliquer ça, on va regarder ce qui se passe, pourquoi une interface elle se déplace sous l'effet de la diffusion. En fait, quand on a la diffusion, on a un flux dans la phase bêta et un flux dans la phase alpha. Et le déplacement de l'interface va se faire par la différence des flux entre les deux côtés de l'interface. Donc ces flux s'expriment sous la forme, on peut les exprimer sous la forme de la loi de Fick, où on va avoir J, le flux, qui est égal au coefficient de diffusion, d'interdiffusion dans ce cas, D de C sur D de Z. Pareil pour la phase alpha que pour la phase bêta. Et donc je vais exprimer le déplacement de mon interface par cette différence de flux
divisé par le saut de concentration à l'interface. Donc j'obtiens dz sur dt égale à 1 sur la différence de concentration fois la différence de flux. Donc c'est juste la conservation de la matière. Donc quand on a une phase qui se forme entre deux phases, ben on va faire la même chose de chaque côté pour chacune des interfaces et on va faire la différence. Donc on va avoir ici des gradients de concentration de chaque côté et on va en avoir plusieurs. Donc on peut montrer que dans ce cas-là, mais je ne vais pas faire l'analyse ici parce que c'est un peu compliqué, on a bien, si les concentrations sont les concentrations d'équilibre, on a bien une variation avec la racine du temps. Moi, je vais faire un cas un peu plus simple, qui est, je vais considérer l'état d'équilibre statique, où le flux va être égal en chaque point de l'épaisseur. Et donc, ce qui va me permettre de remplacer le gradient de concentration par un saut de concentration. Donc, le flux va s'exprimer sous la forme de D, delta C. Delta C, c'est l'écart de concentration à travers la phase sur le delta Z. Donc, si en plus je dis que mes flux dans la phase A, et dans la phase alpha et dans la phase gamma, les n-member, est nul, ben, je peux obtenir une équation relativement simple qui est que la variation d'épaisseur en fonction du temps va être proportionnelle à cette variation de concentration ici, fois le coefficient de diffusion sur l'épaisseur de la phase. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans la suite, sauf que souvent, les phases des intermétalliques sont stoichiométriques. Ça veut dire que s'ils sont stoichiométriques, le delta C ici, il est proche de 0. Donc on a un problème parce que si delta C égale à 0, le flux va être égal à 0. Et donc on va ne pas avoir de formation de phase. Donc on a un petit problème. Et en fait, il faut utiliser non pas la loi de Fick, mais la loi de Nernst-Einstein, qui dit que le flux est proportionnel au gradient de potentiel chimique, comme écrit ici. Donc ici, vous voyez, si je regarde la concentration, je vais avoir un saut, je vais avoir une concentration qui est égale partout dans la phase. Par contre, le potentiel chimique va varier puisque j'ai équilibre à deux interfaces et donc je vais avoir ici la tangente commune et ici l'autre tangente commune. Donc je vais bien avoir un delta mu, un delta, une variation de potentiel chimique à l'intérieur de la phase, à travers la phase. Donc, si je reporte cette expression ici, donc en faisant l'équilibre d'état stationnaire, donc je peux remplacer mon gradient de potentiel chimique par un delta sur l'épaisseur de la phase. Et au final, j'obtiens une expression relativement simple qui est que dl sur dt va être proportionnel au delta G ou au delta mu, qui sont reliés, sur le RT et le coefficient de diffusion fois le temps. Alors les deux approches, Nernst-Einstein et Fick, sont équivalentes. Vous pouvez retrouver ça dans ce livre-là. Mais pour moi, c'est beaucoup plus parlant d'utiliser cette expression ici, puisqu'on va avoir directement ici la force motrice pour la formation de la phase, et ici la cinétique, donc la thermodynamique et la cinétique. Donc ça, c'est un résumé de ce que je viens vous dire, donc je vais passer. Donc, si je résume, lorsque l'on a l'information d'une seule phase, on a bien une croissance contrôlée par la diffusion dans certains cas, et donc on va avoir le L au carré qui est égal à la force motrice, donc la thermodynamique, et le coefficient de diffusion qui nous donne la cinétique.
Donc, pour résumer, j'ai d de L sur dt est égal proportionnel au flux. Le flux s'exprime sur cette façon-là. Donc là, souvent, on simplifie les choses en disant que ce terme-là est égal au coefficient de diffusion de Wagner, ici, sur l'épaisseur. Voilà. Et donc, le dl sur dt va être égal au coefficient de diffusion de Wagner sur l'épaisseur de la phase. Alors maintenant, on va passer aux coupes de diffusion. Voilà, donc on va essayer de regarder comment. Donc on a vu ce qui se passait en film mince pour formation séquentielle des phases. Et là, on va regarder ce qui se passe pour un couple de diffusion. Donc pour un couple de diffusion, c'est relativement complexe si on traite le cas complet sans approximation, puisqu'on va avoir ici des gradients de concentration avec des fonctions assez complexes. Donc je vous mets les équations, mais je ne vais pas les traiter parce que dans chaque phase, on va avoir une fonction ERF et on va devoir résoudre numériquement des équations qu'on appelle transcendantales en faisant l'équilibre aux interfaces. Donc comme c'est trop compliqué pour moi, je vais utiliser des approximations que j'ai déjà utilisées auparavant. Donc là, pas de diffusion aux deux extrémités. Donc je vais traiter que de phases, pardon. Donc je vais traiter, voilà. Donc, et si je reprends mes équations d'avant que j'avais utilisées, je vais obtenir pour chacune des interfaces le déplacement. Donc le déplacement de l'interface 1 va être proportionnel au flux dans la phase 1. Le déplacement de l'interface 2, on a un flux de chaque côté. Donc, on va bien avoir le flux de 1 et le flux de 2. Et le déplacement dans la phase de l'interface 3, va être proportionnel au flux J2. Donc, si je combine ces équations, j'obtiens des équations différentielles couplées sous la forme dl sur dt, qui est égal à un coefficient qui dépend des concentrations, le flux dans la phase 1 moins un autre coefficient, le flux dans la phase 2. Et on a le même type d'équation pour la variation d'épaisseur en fonction du temps pour la phase 2, où là, je vais avoir moins le flux J1 et plus le flux J2. Donc, on a des équations différentielles couplées. Et l'accroissement de la phase dépend de la diffusion dans la phase, mais aussi de la diffusion dans la phase adjacente, ou dans les phases adjacentes si on a plusieurs phases. Donc maintenant, si je remplace dans ces équations différentielles le flux par un flux de diffusion, donc sous la forme d de Wagner, un coefficient de diffusion de Wagner sur l'épaisseur de la phase, j'obtiens ces équations ici, où je vais avoir chaque fois un rapport de coefficient de diffusion sur l'épaisseur. Et donc, pour chacune des phases, ça va dépendre de l'épaisseur de la phase 1, c'est inversement proportionnel à l'épaisseur de la phase 1 et de la phase 2 aussi. Alors, comment ça se traduit? Avant, je voulais faire, pour vous clarifier peut-être un peu les idées, faire un cas plus simple, où j'ai A2B et AB2, donc c'est symétrique en termes de composition. Et donc, on voit qu'à ce moment-là, les coefficients ici vont être symétriques aussi, et c'est relativement plus simple. Donc, je vais m'en servir dans la suite de mon exposé. Alors, comment on peut interpréter ces équations différentielles couplées? On va considérer déjà que au tout début, on a une première phase qui nuclée. Elle va nucléer, elle va grossir sur une certaine épaisseur, donc elle va atteindre une certaine épaisseur. Et à partir de t égale à 0,
on a la nucléation de la deuxième phase ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si je regarde cette équation différentielle pour d de L1 sur dt, ici, on a L1 qui est grand. Donc, ce terme-là va être petit. Donc, ça, c'est le terme de croissance. Par contre, ici, L2 est petit. Donc, ce terme-là va être grand. Donc, on va avoir un terme de consommation qui va être grand par rapport au terme de formation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la phase L1 va décroître en épaisseur, et alors que la phase L2 va croître pour des raisons inverses. Donc, si je continue, voilà, je fais croître ma phase A, B2, et au fur et à mesure, je vais me rapprocher, donc je vais passer dans une zone où les deux phases vont croître, et ça dépend à chaque fois de l'épaisseur L1 et de l'épaisseur L2, et je vais atteindre de manière asymptotique l'équilibre cinétique. Donc quand j'avais parlé à Pierre de ça, il m'a dit c'est quoi? En fait, l'équilibre, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut atteindre par différents chemins. Et en fait, si là, je vous ai fait le chemin en nucléant ma première phase A de B en premier, mais je peux faire l'inverse et faire A, B2 en premier. Et à ce moment-là, je vais obtenir ce chemin-là, et on voit que les deux chemins se dirigent vers la même asymptote qui correspond à l'équilibre cinétique. Donc on peut donner des équations pour ces différents domaines de croissance ici. Voilà. Et aussi on peut déterminer quel est l'équilibre cinétique, parce qu'à l'équilibre cinétique, on va avoir L1 qui va être égal à racine de K2T. Là, il y a une petite erreur, hein, c'est K1T, ici c'est K2T. Et donc, le rapport d'épaisseur va être constant, et c'est ça qui définit l'équilibre cinétique. Et donc, on voit qu'on peut l'exprimer en fonction des coefficients de diffusion et des coefficients de composition de vent. Et donc, à l'équilibre cinétique, donc les phases, elles croissent avec le même rapport, et elles croissent en racine du temps, donc elles sont contrôlées par la diffusion, et c'est possible de mesurer le coefficient de diffusion dans chacune des phases à partir de ce régime. Voilà. Alors, mon but, c'était d'essayer d'expliquer les différences entre film mince et coupe de diffusion. Donc, le coupe de diffusion, c'est l'équilibre cinétique. Par contre, comment est-ce qu'on peut arriver à expliquer une formation séquentielle à partir de cet équilibre, enfin, ces croissances contrôlées par la diffusion? En fait, ce n'est pas tellement possible, parce qu'on pourrait envisager qu'on ait D1 qui soit très supérieur à D2. Donc D1 très supérieur à D2, ça voudrait dire que l'équilibre cinétique serait ici, très près de L2 égale à 0. Par contre, comme pour que vraiment L2 soit égal à 0, si L2 égale à 0, on va avoir D de W1 sur L2 qui est égal à l'infini, donc D de L2 sur dt qui est égal à l'infini. Donc, ce n'est jamais possible de façon absolue. Donc, si on regarde à des échelles très petites, on devrait, si on avait les deux phases qui sont contrôlées par la diffusion, toujours avoir une formation simultanée des deux phases. Alors, ça ne marche pas, ce que je viens de vous expliquer. Mais on a quand même avancé un petit peu. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même un paradoxe, puisque si L égale à 0, on devra avoir une croissance infinie, donc ça veut dire que L ne peut jamais être égal à 0. Donc il y a un problème quelque part. Et le problème, en fait, c'est le problème de l'interface. Donc pour ça, je vais revenir à mon cas de nickel sur le silicium, où je vous avais dit, par diffraction de rayons X en isotherme, j'obtenais une croissance contrôlée par la diffusion. Là, maintenant, on a fait des expériences différentes. On a utilisé la calorimétrie différentielle à balayage.
sur les mêmes films de nickel sur silicium, et on a obtenu, ça n'a pas été facile, on a obtenu ces spectrogrammes ici, thermogrammes plutôt, qui, pour différentes rampes, donc on va avoir différents dégagements de chaleur et différents signaux. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'à partir de ces grammes, de ces diagrammes, on a essayé de les simuler avec pardon, déjà, on sait, enfin, on a identifié que les deux grands pics qu'on avait ici, c'était la formation de la première phase. Et je reviendrai sur ça plus tard. Donc, on a essayé de fitter ce grand pic qui correspond à la croissance normale ou en fait à l'épaississement de la phase par une cinétique contrôlée par la diffusion. Et on voit visiblement qu'il y a un problème. Si on arrive à fitter une, on n'arrive pas à fitter les autres. Alors donc on s'est rappelé qu'il y avait une interface et que le déplacement d'une interface, ça nécessite une cinétique au niveau de l'interface et un flux à travers l'interface. Et donc en se basant sur des approches similaires à la croissance de grains, on peut montrer que le flux est proportionnel à la différence de potentiel chimique à l'interface ici. Hein, c'est basé sur, comme je vous le disais, la croissance de grains, mais je ne vais pas détailler, sinon ça m'emmènerait trop loin. Mais vous pouvez trouver ça dans le porteur Sterling, qui explique bien pourquoi on va avoir la proportionnalité entre la vitesse de déplacement et la différence d'énergie dans chaque côté du grain ou de l'interface. Donc, si je reprends mes équations, je vais avoir la diffusion à travers la phase Ni2Si qui va me donner un flux avec une variation de potentiel chimique à travers la phase sur l'épaisseur de la phase et un flux de réaction à l'interface qui va être, lui, proportionnel au saut de potentiel chimique à l'interface ici. Donc, si je combine ces deux flux, avant, si j'essaye de fitter par une croissance contrôlée par l'interface, on voit qu'on a un bien meilleur accord parce qu'on voit que tous les montées là, du pic sont similaires, alors que là, on avait une différence. Donc, si je combine mes équations, j'obtiens la loi qu'on appelle parfois Dihlen-Groff par rapport aux oxydes, qui me dit que le dl sur dt, il va être proportionnel à la différence potentielle chimique totale fois le d, L plus d sur k. Donc si j'utilise cette loi-là directement, ben, j'obtiens un bon accord avec mes DSC, un bon accord avec les manips de diffraction de rayons X in situ. Et donc, je peux mesurer aussi donc, le coefficient de diffusion, ça c'est quelque chose qui s'est fait assez fréquemment, mais surtout le coefficient d'interface qui est relié à la mobilité de l'interface et qui peut avoir plusieurs explications comme je vais vous le détailler après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, si je rentre les valeurs que j'ai obtenues par Cefit dans cette équation, je peux montrer que j'ai une épaisseur ou une température de transition en fonction de l'épaisseur qui varie comme ceci, comme montré ici. Donc ici, vous avez l'épaisseur et ici la température de transition. Et mes manips que j'ai faites, eh ben, en fait, elles se situent pour la diffraction de rayons X in situ à relativement basse température pour des temps assez longs, en isotherme, donc à température constante. Donc elles sont dans ce domaine contrôlé par la diffusion, qui est en dessous de cette ligne ici. Et les manips de DSC,
on a des rampes de température, en fait, sont dans le domaine contrôlé par l'interface. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut avoir, suivant la température et l'épaisseur, différents contrôles. Bon, c'est c'est jamais un contrôle pur, mais on peut avoir des endroits où ça va être plus contrôlé par l'interface ou plus contrôlé par la diffusion. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que en microélectronique, on utilise des hautes températures et des épaisseurs faibles, et donc on va être souvent dans le domaine contrôlé par l'interface. Mais aussi, eh ben, ça va nous servir à expliquer les différences entre les coupes de diffusion et les réactions au film mince. J'y viens enfin. Puisque, en fait, qu'est-ce qu'on a comme différence? Là, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est que si on n'avait que le contrôle par la diffusion, on allait avoir le dL sur dt qui est égal à proportionnel à d pour le delta mu. Et si on a le contrôle par la réaction et l'interface, on va avoir à la place de d cette expression ici, où on a L plus d sur K au dénominateur. Alors, donc si je reprends mes équations de tout à l'heure pour mon couple de diffusion, c'est-à-dire mes deux phases, donc ça c'est ce que j'avais établi tout à l'heure. Et maintenant, si je reporte mon expression L plus D sur K, eh ben, je peux montrer que les équations différentielles, il suffit de remplacer le L ici par un L' qui s'exprime par L plus D sur K. Donc c'est les mêmes équations, mais avec L' à la place de L. Pour L1, pour 2, pour la phase 1 et pour la phase 2, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je vais décaler, en fait, mon épaisseur réelle ici, mes épaisseurs réelles L1 et L2, je les décale, et j'ai ma courbe d'avant, où j'avais mon équilibre cinétique et mes différents domaines de croissance, mais il y en a qui seront virtuels. Et donc, ça veut dire qu'ici, je peux avoir une zone où je vais avoir que la croissance de ma phase 1 et la croissance de ma phase 2 peut avoir une épaisseur nulle. Donc, j'ai résolu mon problème que j'avais avant. Et donc, je peux expliquer que pour les films minces, si on regarde à des épaisseurs très fines, où j'ai aussi un contrôle par l'interface, je peux avoir une épaisseur critique pour laquelle la phase 2, que l'épaisseur critique de que la phase 1 doit atteindre avant que la phase 2 puisse croître. Donc ça explique que en film mince, je puisse avoir la croissance séquentielle, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que je vais faire croître ma phase 1 et je vais consommer toute la couche de métal que j'avais disponible. Donc je vais m'arrêter ici, et après mon système il est obligé d'évoluer vers la phase 2, puisqu'il n'y a plus de métal, et donc on va changer. Alors, est-ce qu'on peut le vérifier? Oui, nous l'avons fait expérimentalement, donc en regardant les réactions de films de nickel, 50 nanomètres aussi, avec le germanium. Et là, cette fois-ci, on a une croissance simultanée des deux phases, donc de phases NiGe et Ni5Ge3, qui sont les deux premières phases. Comme vous pouvez le voir ici sur cette coupe thème, on a bien les trois phases avec le fil de nickel, donc la phase Ni5Ge3, la phase NiGe sur le substrat de germanium. Et donc nous avons fait les feats des évolutions de diffraction de rayons X en fonction du temps, en prenant un modèle linéaire parabolique, ou en fait diffusion interface contrôle. Et j'obtiens à ce moment-là, je peux déterminer mon D2W1, mon D2W2 et mon coefficient K. On a assumé que le K2 était très faible. Et donc, si je reporte
dans les diagrammes épaisseur 1, épaisseur 2, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour le film de nickel sur le substrat de silicium, mon épaisseur critique est relativement grande. Donc, je vais faire croître ma première phase et je vais consommer, jusqu'à consommer tout mon film de nickel. Et seulement après, je pourrai faire croître ma deuxième phase. Pour le système nickel sur germanium, là, mon épaisseur critique est beaucoup plus faible. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir avoir au début la croissance seule de Ni5GO3 et ensuite la croissance simultanée des deux phases. C'est ce qu'on a observé sur les coupes thèmes et en diffraction d'aéronautique. Donc, on était content d'avoir pu montrer ceci. Donc, on peut expliquer la différence, la formation séquentielle des phases en film mince par cette épaisseur critique qui dépend, dans sa version très simplifiée, du coefficient de diffusion dans la phase 1 sur le coefficient de réaction dans la phase 2. Donc, si je joue sur ces paramètres-là, je dois pouvoir réussir à changer une croissance séquentielle en une croissance simultanée. Et effectivement, c'est ce que nous avons réussi à faire en jouant sur l'addition d'un élément d'alliage. Ça, c'est nécessaire pour la microélectronique, puisque, par exemple, là, on est obligé maintenant de mettre 5 ou 10% de platine pour stabiliser la phase. Et c'était la vidéo que je vous ai montrée avant. Donc, vous voyez ici, donc on a fait réagir une couche de nickel 5% de platine avec le silicium A1. On a une phase Ni2Si. À l'interface, on a la phase NiSi, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. Et on a ségrégation du platine au joint de grain de la phase Ni2Si. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette ségrégation de platine au joint de grain de la phase Ni2Si? En fait, elle agit sur le coefficient de diffusion dans la phase 1. Elle va ralentir la diffusion du nickel pour aller former la phase Ni2Si. Donc, c'est un moyen de changer une formation séquentielle pour le nickel pur à une formation simultanée pour le nickel 5% de platine. Donc ça, c'est une première façon de modifier la croissance séquentielle pour faire une croissance simultanée, ou d'expliquer en tout cas. Une autre façon dont je vais vous parler un petit peu maintenant, c'est une barrière de diffusion. Donc en fait, dans la thèse de Tim Luo, on a regardé les alliages contenant du platine et du tungstène, et on a observé à nouveau qu'on avait non plus une phase séquentielle, une formation séquentielle des phases, mais une formation simultanée des siliciures de nickel. Et on a observé aussi des accumulations des éléments d'alliage aux interfaces. Donc, on a décidé de faire des expériences spécifiques en regardant non plus des alliages relativement complexes avec deux éléments, mais en regardant deux types d'échantillons, des alliages avec 5% de platine ou 1% de tungstène, et des structures où on va mettre une fine couche à l'interface entre le film de nickel et le substrat de silicium. Et ici, c'est 1 ou 0,5 nanomètres de tungstène, donc c'est quand même assez fin. Et on a observé vraiment un changement assez important des cinétiques de formation de la phase Ni2Si pour ces différents cas. Donc là, vous avez le nickel pur. Donc là, c'est l'épaisseur, et ce n'est pas l'épaisseur au carré, donc c'est parabolique.
Donc vous avez le nickel pur. Ici, vous avez ce qui se passe quand on met 5% de tungstène dans la couche. On voit qu'on a à nouveau un comportement parabolique, un comportement de diffusion, mais on a vraiment un décalage. Et maintenant, cette fois-ci, si on met la fine couche de tungstène, on passe d'un comportement parabolique à un comportement quasi linéaire. Donc, on passe d'un comportement contrôlé par la diffusion à un comportement contrôlé par l'interface. Et donc, on a pu expliquer ça en le modélisant. Et on peut montrer en fait que l'effet de cette fine couche de tungstène, c'est d'introduire un coefficient d'interface artificiel, pardon, qui va changer donc le comportement parabolique à un comportement linéaire. Donc on peut arriver à changer une cinétique contrôlée par la diffusion à une cinétique contrôlée par l'interface en mettant une fine couche à l'interface. Donc c'est une deuxième explication pour l'effet des éléments d'addition. Ils peuvent créer une barrière de diffusion à l'interface et ainsi induire un changement de cinétique et un changement de formation qui passe de séquentiel à simultané. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais un petit peu quand même, donc je vais aller assez vite pour la fin, parce que peut-être ça vous intéresse moins. Mais donc, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est une partie seulement des explications des différences entre les films minces et les coupes de diffusion. Une grosse autre partie, c'est la nucléation. Si je reprends mon schéma de ce qui se passe en film mince, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait de la chance en microélectronique, c'est que le NISI qu'on a formé ici vers 350 degrés, il est stable jusqu'à 750 et c'est justement la phase qu'on utilise pour faire les contacts. Et donc pourquoi c'est ça? Parce que en fait, la phase NISI2, sa phase est limitée par sa formation est limitée par la nucléation, par la germination, si on veut être plus français. Donc la germination, c'est quelque chose de très important pour expliquer les différences en coupe de diffusion, entre coupe de diffusion massif et film mince. Donc c'est un peu résumé ce que je viens de vous dire ici. Et en fait, on peut même arriver à supprimer une phase, toujours avec ces éléments d'addition là, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, vous avez une manip in situ en XPS pour un film de nickel pur en rouge et un film de nickel contenant 5% en bleu. Et ce que l'on peut voir, c'est ce que je vous disais, là. Donc on forme vers 350, on a fini la formation de NISI, et vers 750, on va former NISI2. Et quand on ajoute le platine, on n'a plus la formation de NISI2, et on est très content en microélectronique. Voilà. Et donc ça, c'est lié à la nucléation, à un changement des forces motrices de nucléation. Je ne vais pas détailler ici, ça me prendrait trop de temps. Je vous ai déjà montré pas mal d'équations. Une deuxième chose qui me paraît important aussi dans ces problèmes de nucléation et de différence entre film mince et coupe de diffusion, c'est que la nucléation, elle peut nous permettre de changer la première phase qui se forme et donc de changer finalement la phase qu'on sélectionne. Alors, pour ça, je vais vous montrer un exemple, juste avec des petits schémas. Donc en fait, si on fait la réaction d'un film de nickel sur le silicium, on obtient, comme première phase cristalline, la phase delta Ni de Si. Par contre, si on met
10% de platine dans le film de nickel, on va obtenir cette fois la phase θ Ni2Si. Alors cette phase θ Ni2Si, c'est une phase métastable parce que à basse température, elle n'existe pas, elle n'existe qu'au-dessus de 825 degrés ici. Et elle nous pose des problèmes parce que des fois on la voit, des fois elle est sous forme de phase transiente, et des fois elle peut être plus stable. Alors c'est intéressant, ça pose plein de problèmes, mais nous on s'est amusé, donc on a à partir de ce que je vous avais dit que pour le nickel pur on obtenait la phase delta et pour le nickel avec du platine on obtenait la phase θ. Là on s'est dit on va changer un peu la composition de l'interface ici en mettant une très fine couche de nickel platine entre le nickel et le silicium ou de nickel pur entre le nickel platine et le silicium. Et ce que l'on voit, c'est qu'on arrive comme ça, rien qu'en changeant la composition d'interface, à changer la phase, puisque pour un film de nickel pur, on va avoir la θ, avec si l'interface est riche en platine, et pour un film de nickel platine, on va avoir la delta. Donc, je trouve que c'est intéressant. Si vous voulez les détails, il y a le papier ici. Donc, la nucléation, ça permet aussi de changer les phases qui vont croître, même si elles croissent à la même température. Donc, pour une cinétique équivalente, c'est la nucléation qui peut permettre de changer la phase qui se forme, la première phase ou d'autres. Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, je vais peut-être exagérer, mais donc je vais vous parler d'une dernière chose rapidement. C'est que quand on a nucléation, on peut aussi avoir, après latéral gros, la croissance latérale, pardon, je mélange. Il y a une petite question là, sur le chemin le plus rapide. Quand j'aurai fait ma petite présentation, je pense que vous pourrez répondre. Donc, je vais revenir à mes diagrammes de DSC de tout à l'heure, que j'étais passé un peu vite, et je vous avais dit qu'il y avait deux pics. Donc, j'avais interprété le premier pic comme de la croissance normale ici. Par contre, le premier pic ici, en fait, les gens ont montré il y a un petit moment que c'était lié à ces étapes ici de nucléation et de croissance latérale. Et il y avait eu un petit modèle qui avait été fait pour expliquer qu'on avait une croissance relativement rapide avec juste des cylindres pour expliquer que ce grain qui nuclé de Ni2Si, il va croître latéralement comme ça et jusqu'à former une couche homogène. Et seulement après, on va avoir la croissance normale ou l'épaississement de la couche. Alors, sur nos manips, ça marche bien ce modèle-là et on peut déterminer le coefficient cinétique associé à cette croissance latérale. Mais il y a peu de gens qui avaient réussi vraiment à observer de manière réelle cette croissance latérale et on a réussi à le faire à partir de cette étape où on avait en première phase la phase θ Ni2Si avec ici le NiSi qui commence à se former. Et donc, on a observé ici des croissances, des grains qui sont très allongés et qui correspondent à la croissance latérale d'un grain qui a nucléé ici. Alors, ces problèmes de croissance latérale, il y a eu beaucoup de modèles qui ont été développés et nous avons fité euh, nos, nos observations expérimentales par ces modèles et notamment par deux modèles, un modèle qu'on a développé, un autre modèle qui existait, pour bien reproduire la forme de cette courbe-là, de ces précipités-là. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment effectif, c'est-à-dire que quand on va nucléer, on va avoir une croissance latérale très rapide, et seulement après, on va avoir la croissance normale. Donc, ce que je vous ai raconté au début, c'est déjà un point après ça, après cette nucléation croissance latérale. Bon, ce qui est aussi très intéressant en microélectronique, les contacts, ils font maintenant 10 nanomètres et l'épaisseur typique associée à cette croissance latérale, c'est de 10 nanomètres aussi.
Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation et je vais venir maintenant à ma conclusion. Donc les siliciures, c'est très utile pour les contacts en microélectronique, mais aussi c'est des modèles finalement pour les réactions au film mince. Donc j'ai essayé de vous montrer un certain nombre de points qui peuvent expliquer les différences entre film mince et coupe de diffusion. Donc le couple de diffusion, c'est un équilibre cinétique. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Par contre, dans les films minces où l'épaisseur est faible, on va avoir l'interface qui va jouer un rôle et on peut définir une épaisseur critique qui va déterminer la croissance séquentielle. En plus de ça, bon, il y a les éléments d'alliage qui peuvent modifier cette croissance séquentielle et plein d'autres choses que je n'ai pas citées. Il y a aussi la nucléation qui est très importante, qui peut entraîner des retards de formation, des phases qui se forment à beaucoup plus haute température, des suppressions de phases ou des formations de phases métastables ou des changements de formation de première phase. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu présenter, évidemment. Donc, je vous ai présenté un peu les éléments d'alliage, mais il y a les impuretés et les dopants aussi du silicium qui sont importants. Donc, on a vu qu'il y avait un rôle important des interfaces, des joints de grains, mais il y a aussi les contraintes, le confinement dans les dispositifs. Les procédés thermiques sont importants. Et puis récemment, on a même pu observer la diffusion réactive non linéaire. C'est un papier qui vient de sortir cette semaine. Voilà. Donc, pour conclure, j'ai essayé à travers des modèles relativement simples ou de démontres qui permettent d'expliquer, de mieux comprendre la formation des contacts aussi, mais et les réactions au film mince. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore comprises, et notamment ici, si vous regardez un couple de diffusion du nickel, vous voyez que ça ne forme pas du tout des strates. Et c'est un des deux systèmes binaires où les couples de diffusion ne marchent pas parce qu'on va avoir cette phase Ni3 et Si2 qui forment des sortes de dendrites là. Et le deuxième, c'est le FeAl avec Fe2Al5. Voilà, donc il y a encore des choses à comprendre, mais j'espère l'avoir éclairé sur certains points. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique, pour cet exposé. C'était vraiment très, très intéressant et facile à suivre. Euh, il va y avoir des questions. Donc, je vous laisse poser les questions. Soit vous écrivez bien sûr dans la discussion, soit vous prenez la parole, comme vous préférez. Peut-être je vais commencer. Je commence alors avec une question. Parce que concernant les couples de bulk, Mhm. je sens que ça arrive quand même assez fréquemment que justement il y a des phases qui n'apparaissent pas. Et est-ce que ça Oui, peut alors être expliqué par c'est le vrai que même phénomène ou par... oui, j'ai beaucoup simplifié, hein, mais en principe, si tu attends suffisamment longtemps à une température suffisamment élevée, tu enlèves tout ce qui est problème de nucléation et de compétition cinétique de phase. Et en principe, tu devrais obtenir l'équilibre cinétique avec toutes les phases qui se forment. Mais c'est vrai que pour trouver des systèmes qui marchent bien, ce n'est pas toujours évident, quoi. Donc il y a plein de problèmes. J'ai essayé de faire quelque chose qui se rapproche d'un cours, donc c'est-à-dire de montrer ce qui marche bien les Mhm. choses, pour faire comprendre les choses. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas si évidentes, hein, comme je le montre sur le système nickel-silicium, là où tu n'as pas du tout des strates et tu as Ouais. des choses très compliquées, quoi. Mhm. Et, et, et ce qui est, bon, les strates, c'est surtout valable dans les couples de diffusion binaires. Quand tu as des couples de Oui. diffusion ternaires, comme l'a montré Olivier, tu peux avoir des choses plus Mhm. complexes
parce que tu as des chemins de diffusion qui peuvent être complexes avec des équilibres ternaires ou plus, parce que les interfaces planes, ça c'est typique d'un couple de diffusion binaire. Voilà. Oui, bien sûr. Et pour toi, dans un couple binaire, toutes les phases doivent apparaître. Et peut-être si on les voit pas, c'est elles peuvent être petites par rapport aux autres. Ouais, plus petite, si tu les. Évidemment, si tu en as une qui est plus petite, tu ne la vois pas quand tu fais un couple de diffusion. Mais nous, on est quand même à une échelle vraiment nanométrique ou même atomique avec la sonde atomique. Donc Oui, les phases qui sont trop petites, elles n'existent pas, quoi. C'est-à-dire qu'elles font moins d'une monocouche ou bien de sûr. quelques Oui, on monocouches, tu échec, vois. hein. Donc Ok. nous, on peut voir les phases très petites. Ok, merci. Il y a une autre question. J'ai vu que Pierre, tu avais enlevé ton micro. Oui, oui, ben en fait, c'était un peu une question similaire à la tienne, Jean-Marc. C'était justement, je me posais la question, donc Dominique, tu as montré que en film mince, il n'y avait pas que le contrôle par la diffusion, il y avait la vitesse d'interface et puis il y avait des problèmes de germination-croissance. Et moi, je me faisais la même remarque que Jean-Marc, dans les couples massifs, disons, est-ce que la nucléation-croissance ne pouvait pas jouer un rôle aussi? Et c'est peut-être alors, vu la réponse que tu as apportée à Jean-Marc, le fait que quand on analyse des coupes de diffusion avec des méthodes type microsonde, etc., on ne voit pas si on n'est pas assez fin spatialement pour voir si effectivement les phases qui manquent ne sont pas en épaisseur très fine. Ou... Ouais, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de nucléation, croissance dans les coupes de diffusion, parce que si vraiment tu as t'as une force motrice de nucléation qui est très très faible, tu peux ne pas nucléer hein, une phase. C'est tout à fait possible et il faut peut-être, pour contrecarrer, il faut que tu arrives à avoir une température suffisante pour que ta force motrice soit assez grande et où ta cinétique soit assez grande. Donc je peux pas dire qu'à coup sûr, toutes les phases vont être là dans les coupes de diffusion. Mais en principe, si tu attends assez suffisamment longtemps et si les phases sont stables, elles devraient apparaître. Ok, Elles devraient apparaître et elles devraient apparaître dans des rapports d'épaisseur qui sont constants. C'est ça l'équilibre cinétique ouais, voilà, dont la on avait définition discuté. de l'équilibre cinétique, c'est le rapport constant entre les épaisseurs des différentes phases. Mhm. Ok, merci. Et ça marche bien sûr, Et quel que soit le nombre de phases, parce qu'il peut y avoir plusieurs. oui, je l'ai montré que pour 2 phases, mais tu peux le faire pour plusieurs phases. Hein. Hein, et d'ailleurs, ouais, j'ai peut-être pas remis assez, mais mon exemple de coupe de diffusion, là, on voit que le rapport est constant. À partir du moment où ta phase elle est en racine du temps et que le coefficient devant la racine il est constant pour chacune des phases, bah, ça veut dire que le rapport entre les phases va être constant. Alors, justement, puisque tu montres cet exemple, là, il y a des exemples où la phase ici TI3 SI par rapport à ton diagramme de phase, on la voit pas. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Je me souviens d'une publication de Zhao, je crois, c'est peut-être ce système d'ailleurs, titane silicium, où justement il voyait toutes les couches. C'était l'application des courbes de diffusion pour la détermination de diagramme de phase. En revanche, Oui, oui, effectivement, il y avait des phases qui manquaient par rapport au diagramme. d'accord. Bon, j'ai pas. Bon, je vous dis, peut-être j'ai trop simplifié, mais je voulais avoir un discours qui soit compréhensible, donc je. Thomas, est-ce que tu avais une question?
Oui, bonjour, c'est Thomas Guénaud qui parle. Merci pour l'exposé, c'était effectivement très, très clair. Alors, je suis désolé, j'ai une question qui est un peu annexe, puisque c'est toujours sur ces questions de couple massif et d'interfaces qui sont pas planes. Il me semblait, mais je me rappelle plus bien, qu'il y avait parfois des raisons au niveau du diagramme de phase, donc pour les systèmes ternaires ou plus, et des coefficients de diffusion pour lesquels les interfaces ne restent pas planes. Même en dehors de problèmes de cristallographie. Oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Enfin, là, je parle dans les binaires. Ouais. Dans les Mais binaires, les interfaces doivent être planes en principe. Dans les ternaires, ce n'est pas forcément le cas. il y a des raisons, il me semblait, bien identifiées pour ça. Selon la topologie du diagramme de phase, où on a tendance à plus Oui, c'est ça, c'est les règles euh, Kirk-Kelvin. qu'a- de Clark, c'est ça, Ah, d'accord. C'est un sujet qui qui m'intéresse, mais je ne me rappelle plus le ben, nom. ben, c'est le truc d'Olivier, hein. C'est le Ouais, je regarderai travail les planches d'Olivier. de... Olivier est plus qualifié que moi pour discuter ces points-là. Moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux courbes de diffusion dans les ternaires. Ok, mais effectivement, je regarderai plutôt la présentation d'Olivier. Ouais, merci. Il y a d'autres questions? Non, moi j'en avais une autre. Là, d'un point de vue technique, tu as montré la miniaturisation microélectronique. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ou jusqu'à quel, par exemple, les dépôts, on peut faire quelle épaisseur? On a une nanomètre ou... Alors, bon, on peut déposer un nanomètre, hein, on l'a fait dans nos études. Euh, En fait, en réaction au film mince, on parle de films minces, de films très minces et de films ultra minces. Hum, Alors comment on peut définir ces films ultra minces? Moi, j'ai un point d'interprétation pratique, c'est que, en fait, quand on fait un dépôt de métal comme ça sur le silicium, euh, et c'est un peu général sur tous les dépôts, euh, en général, on va former une couche de mélange à l'interface. Cette couche de mélange, elle est généralement amorphe et elle peut influer sur la nucléation des phases, mais elle peut aussi avoir sa vie propre, c'est-à-dire qu'elle peut croître. Donc en fait, pour déposer, on peut déposer 1 nanomètre, voire 0,5 nanomètre. Il faut que la couche, elle soit... Après, on peut avoir des problèmes d'uniformité de couche et de couches pas uniformes, quoi. Mais on peut très bien faire 1 nanomètre sans problème. Mais par contre, 1 nanomètre, ça veut dire qu'on va avoir toute cette couche qui va être... On va avoir que de cette couche de mélange ici. Et ça change pas mal ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'on peut avoir la croissance de cette couche ici et on va avoir une séquence de phases qui peut être différente. Je ne sais pas si ça répond à ta question. oui, bien sûr. Ouais. Et là, bon, typiquement, hein, ce que font les étudiants qui sont là, ils sont à plutôt 7 nanomètres de dépôt, voire 5 nanomètres. C'est un peu la limite de ce qui se fait dans l'industrie. Parce qu'après, ça devient quand même compliqué de contrôler l'épaisseur très bien, d'avoir des films très uniformes, etc. Pour répondre plus à ta question. Hum. Donc on arriverait à un mur technologique. Oui, alors après, Il faut changer de technique carrément. ouais, c'est ça. Après, j'ai pas trop. Après, il y a d'autres problèmes, c'est que quand on aborde les composants les plus récents,
on n'est plus sur des technologies planaires, mais on est sur des technologies 3D. Alors, ça ne se voit pas bien ici, mais là, si on continue la loi de Moore, c'est planaire, mais on peut aussi avoir des technologies 3D où le contact, il ne doit pas avoir les mêmes propriétés. Et ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est l'interface et ce n'est pas vraiment la phase qui se forme. Mhm. Donc, tu vas parler vraiment à ce moment-là de résistance d'interface, plutôt que de résistance du contact. Donc, pas Mhm. résistance de la phase, mais résistance vraiment de l'interface. Et là, donc, c'est un peu rigolo parce que, en fait, pour les gens, maintenant, avec les technologies 3D, ils ont plutôt tendance à repartir vers le TI-SI2, qui a peut-être des meilleures propriétés d'interface et voilà. Donc, tu peux avoir un retour vers d'anciennes phases, quoi. Ok, ben, merci beaucoup. Il n'y a Ouais. pas d'autres questions urgentes. On va arrêter là le séminaire. Je remercie donc Dominique et les participants. Et voilà, je n'ai pas mon agenda ici, mais je crois que le prochain séminaire, ce sera le 30 novembre, hein, si j'ai bien noté. Tout ça, ça sera annoncé par Sophie sur la mailing list de l'association. Et donc voilà, au plaisir de vous revoir tous bientôt. Merci encore D'accord. Dominique et à bientôt. Au revoir. Merci à l'association. C'est très bien Au ces revoir. webinaires. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.